CICAD en direct avec nos envoyés spéciaux sur place. Le président de la République qui a présidé la cérémonie ce matin a précisé que ces assises ne sont pas un procès, ne sont le procès de qui que ce soit. Le sida au Sénégal, forte baisse du nombre de nouvelles contaminations au VIH. La prévalence reste concentrée sur les populations à risque. Pèlerinage à la Mecque, les premiers Hajj arrivés à Médine. Ils demandent à la partie saoudienne de respecter les termes du contrat. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des pouvoirs jugés exorbitants du procureur au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Le dialogue national consacré à la réforme et à la modernisation de la justice a officiellement démarré ce matin. Le président Bassirou Diomaye Faye a indiqué que ces assises ne sont pas en procès contre qui que ce soit. Selon le chef de l'État, l'objectif est d'améliorer le fonctionnement de la justice, mais en évitant de tomber dans le piège d'une république des juges. En direct avec nous du CICAD de Diamniadio, Macoumba Bey, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Alors, comment s'est déroulé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie et où en est-on de ces assises au moment où on parle? Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a déjà terminé l'ouverture de ces assises de la justice. D'abord, vous l'avez dit, il a déclaré qu'il ne s'agit pas d'un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties, mais plutôt il s'agit d'ausculter notre système judiciaire pour son perfectionnement, ne pas se limiter seulement au caractère pénal de la justice, puisque le plus souvent c'est celui qui est le plus décrié. Il y a aussi le civil, le commercial. La texture ne suffit pas selon lui. Il faut juger la justice par la manière dont elle est rendue. Sa modernisation qui doit passer par les moyens plus suffisants. Parmi les points de débat, il y a le statut des magistrats, la dématérialisation du service public de la justice, le temps du procès pénal et de la peine, les conditions de détention, mais aussi le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Pastef avait promis que le président de la République n'y serait plus membre, mais le président Diomaye Faye a dit tout à l'heure qu'il faut éviter un gouvernement des juges. On ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'une bifurcation ou pas. Il s'est retiré. Il y a 3 commissions. La commission réforme avec comme président Issa Yankoba Ndiaye, la commission modernisation présidée par la magistrate Dior Fall Sow et la commission scientifique présidée par le juge Amadiba. C'est ce qu'on peut retenir pour le moment sur les Niang, si vous n'avez pas d'autres questions. Merci Macoumba Bey, et bien naturellement nous suivrons ces assises avec nos équipes sur place tout au long de la journée et par la suite. Merci. Le représentant de l'APR à cette consultation juge que la justice n'est pas aussi malade qu'elle est décrite, même si Oumar Youm pense qu'il y a des efforts à faire, surtout au plan pénal. Il ajoute que ce sont les hommes politiques qui doivent avoir un comportement sain envers elle. Maître Oumar Youm au micro de Macoumba Bey. Moi, je me suis inscrit au nom de l'APR dans la commission réforme pour nous voir effectivement qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je tiens à préciser quand même que globalement, nous avons une très bonne justice qui marche bien. Le thème de ce dialogue national, je pense, ne se réduit pas à la justice pénale. Nous avons une justice commerciale qui marche plus ou moins très bien et qui impacte de manière significative les activités économiques du Sénégal. Nous avons une justice sociale qui tranche les conflits entre employeurs et travailleurs, et les syndicats et les autres acteurs sociaux. Nous avons une justice administrative qui marche bien. Nous avons une justice civile qui marche également très bien, avec des magistrats qui sont réputés être les meilleures ressources humaines de l'Afrique, pour ne pas dire du monde. C'est vrai que maintenant, sur l'aspect pénal, il y a des corrections à apporter sur les longues détentions, sur les détentions arbitraires, sur les arrestations abusives, les conditions carcérales. Ça, je pense, effectivement, nous devons apporter des solutions pour davantage humaniser la justice, à réconcilier avec les populations, améliorer le fonctionnement de la justice pénale sur les flagrants délits, amener les grands experts qui vont comprendre et traiter de manière diligente les dossiers, améliorer les ressources humaines de la justice parce qu'on a un problème d'effectifs, mais aussi améliorer les ressources financières. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire pour nous permettre d'avoir une justice qui va marcher à la satisfaction des populations,
dans le respect des normes internationales. Voilà, pour ceux qui prennent part à ces assises. Quant à Amadou Ba, il ne va pas participer à cette rencontre. L'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de mars dernier a décliné l'invitation des nouvelles autorités qui, selon un de ses proches, n'ont pas mis les formes. Oumar Sow, qui parle d'assises de PASTEF, ajoute qu'Amadou Ba n'a pas été consulté au préalable dans la définition des termes de référence. Oumar Sow, responsable APR à Keur Massar et ancien membre du cabinet de l'ex-président Macky Sall, il était l'invité de RFM Matin. Amadou Ba, en tant que chef de l'opposition, n'y participera pas pour d'abord des raisons qu'on peut citer. Par exemple, il a reçu tardivement l'invitation, ça c'est une des raisons. Et d'ailleurs, il n'a pas été consulté au préalable. Et l'invitation qu'il a reçue, ça a été signée par le directeur de cabinet du président de la République. Et pour moi, Amadou Ba, qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle avec 36%, son interlocuteur direct aujourd'hui devait être Bassirou Diomaye Faye. Si réellement il voulait que le président Amadou Ba vienne dialoguer, donner son point de vue de ce qui se passe, puisque c'était dans le projet d'Amadou Ba, ce dialogue de la justice, qui croyait aussi, mais on l'a envoyé les TDR. Apparemment, c'était venir juste assister pour le plaisir d'assister, ou bien, mais apparemment, c'est pour cela le staff d'Amadou Ba a jugé nécessaire de ne pas répondre à ce dialogue, tout en restant dans la posture républicaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est disposé à aider le Sénégal, il est disposé à aider Bassirou Diomaye Faye dans des problèmes techniques, dans des problèmes économiques, surtout comme le PSE qui continue jusqu'à présent. Il est ouvert, mais dans le strict respect de l'art, dans le respect aussi de l'adversité. Je pense que, comme il le dit toujours, le Sénégal est au-dessus de sa personne. Et c'est un fonctionnaire, un commis de l'État, qui croit beaucoup en l'État. Mais ces assises, apparemment, c'est des assises de PASTEF. Ce n'est pas des assises de justice de la République. C'est des assises de justice de PASTEF. Qu'ils veulent en faire aujourd'hui, on peut prendre l'exemple du Burkina, reformer la justice pour en faire une justice populaire. C'est ça que nous voyons déjà venir. Et c'est un précédent dangereux. Nous devons faire attention. Et nous devons juger nécessaire de ne pas répondre. Et nous n'allons pas répondre. RFM, la radio de toute l'actualité. Les premiers pèlerins sénégalais sont arrivés à Médine ce matin. Ils sont au nombre de 430. Les voyagistes privés demandent aux prestataires saoudiens de respecter leurs engagements. Écoutons le responsable du regroupement Haramaini, Cheikh Daïka, avec El Haj Ndiogoudien. Nous sommes bien arrivés à Médine al-Munawwara, la ville du prophète alayhi salatu wassalam, ce matin. Donc le premier groupe sénégalais est bien arrivé ce matin avec le regroupement Al-Haramaini. On est 430 pèlerins. Aujourd'hui, nous sommes bien installés à l'hôtel. Nous invitons les prestataires saoudiens à respecter également tous leurs engagements pour que les Hajj déroulent très bien. Nous invitons aussi les pèlerins à respecter les instructions données par les organisateurs. Nous avons voyagé avec la compagnie saoudienne Flynas et les autres vont voyager avec la compagnie nationale Air Sénégal. Et actuellement, tout est OK pour le bon déroulement du pèlerinage 2024. Alhamdulillah. Tout autre chose maintenant, à 12h09, les nouveaux cas de VIH-Sida ont fortement diminué au Sénégal. Au lieu de 5000 nouveaux cas par an, on enregistre désormais 900 cas seulement. Une annonce de Cheikh Tidiane Ndour, chef de la division lutte contre le sida et les IST au ministère de la Santé. Toutefois, les groupes à risque restent les plus exposés à la maladie. Le dernier bilan fait état de 39 000 personnes vivant avec le VIH au Sénégal. On écoute Cheikh Tidiane Ndour. En ce qui concerne l'épidémie à VIH du Sénégal, c'est une épidémie de type concentré. Les grandes prévalences sont observées dans certaines populations particulières. C'est vraiment les professionnels du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les consommateurs de drogue par voie injectable. La prévalence est faible au niveau de la population générale. On est à 0,3%, alors que ça va jusqu'à 25% chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Mais on est aux alentours de 39 000 personnes vivant avec le VIH, dont 90% sont sous traitement rétroviral. Avec la cible qu'on connaît, 95%. Donc il nous reste des efforts à faire par rapport à ça. Quand on dit qu'on a de bons résultats en matière de VIH, c'est que les nouveaux cas diminuent et les décès diminuent. Encore faut-il le rappeler, le VIH est l'un des virus les moins transmissibles. Et les résultats qu'on observe actuellement sont liés au fait que les ARV sont devenus accessibles au grand nombre. Et donc le nombre de nouvelles infections diminue d'année en année. On était parti de 5000 nouveaux cas à 900 actuellement. Donc c'est vraiment une diminution drastique et la diminution continue. Préserver ces bons résultats, c'est vraiment respecter les recommandations globalement. Il faut
faut que les personnes infectées soient dépistées tôt, soient mises sous traitement. Parce qu'on sait maintenant qu'une personne mise sous traitement antirétroviral, qui a une charge virale indétectable, ne peut plus transmettre le virus. Les difficultés, évidemment, sont liées à la stigmatisation qui entoure cette maladie-là. Ce qui fait qu'on a encore du mal à dépister environ 10% des malades, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal. Parce que comme vous le savez, c'est une maladie stigmatisante. On se dit, si c'est positif, qu'est-ce que les gens vont dire? Allons à présent à N'Djamé Escale, dans le département de Nioro. Les éleveurs souffrent d'un manque de forail adéquat pour leur bétail. À cela s'ajoute aussi le vol de bétail et une insécurité grandissante, ce qui perturbe gravement leurs activités, surtout en cette période de préparation de la Tabaski. Fatumbo à Kaolack. Plusieurs éleveurs expriment leur inquiétude concernant la qualité du forail qui ne respecte plus les normes de sécurité. Dame Diop, délégué du forail de N'Dramé Escale, déplore cette situation et souligne la contribution vitale des éleveurs à l'économie locale. La mairie nous a construit un forail qui ne répond pas aux normes. Il n'y a pas d'abri ni d'électricité. Nous travaillons matin et soir sous le chaud soleil, ce qui est tellement pénible alors que nous payons chaque jour les taxes. Nous le déplorons fermement. En plus de ce problème, le vol de bétail et l'insécurité galopante perturbent leur quotidien. Barham Cham, un autre éleveur, lance un appel à la municipalité pour qu'elle prenne des mesures. On note beaucoup d'insécurité dans cet endroit. À chaque marché hebdomadaire, les malfrats sont arrêtés parce qu'ils voulaient commettre leur forfait, c'est-à-dire voler nos bétails. Il faut que la municipalité nous aide vraiment. Alors que les préparatifs pour la fête de Tabaski battent leur plan, les éleveurs de N'Dramé Escale se disent plus préoccupés que jamais par leur activité. Ils demandent l'intervention urgente des autorités compétentes pour ainsi résoudre ces problèmes cruciaux. Fatumbo N'Dramé Escale, Radio Futur Média. Et puis notez que la commune de Tambacounda a enregistré sa première pluie la nuit dernière. Il a aussi plu dans plusieurs autres localités du département, avec toutefois des disparités dans les quantités d'eau reçues. Cette pluie a duré 3 heures et était ponctuée d'éclairs et de coups de tonnerre. On écoute là-dessus le chef de service de la météo de Tambacounda, Moundor Sen, avec Papousseni Diallo. Lundi 27 mai à 20h48, nous avons reçu des pluies accompagnées de vents forts et d'orages qui s'est terminé vers 23h30. Donc les quantités recueillies dans les différents postes que nous suivons, en commençant par la station météorologique de Tambacounda, nous avons enregistré 7,7 mm à la station météo, 4 mm à Sinthioumalem, Koussanar 1,2 mm, Missira 5 mm, Makakolibantan on a eu des traces, Diallokoto on a eu des traces et à Neteboulou on a eu aussi des traces. Donc voilà pour la situation pluviométrique du lundi 27 mai 2024 dans la région de Tambacounda. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines était en visite dans les sociétés minières de la région de Kédougou. Plusieurs problèmes ont été soulevés en ce qui concerne le secteur des mines en particulier. Le ministre Biram Souleye Diop donne rendez-vous aux populations dans les semaines à venir au cours d'un CRD spécial. Plus de détails avec Ibrahim Djebahate. De Sansamba à Sabondala en passant par Mako et Khosanto, les employés sont confrontés à d'énormes difficultés dans leur entreprise. À Sored Mine par exemple, les employés sont restés 5 mois sans salaire. À Sabondala par contre, les employés voudraient un paiement légiféré des heures supplémentaires et l'arrêt des PC 3000 qui contribuent à écourter la durée de vie de la mine. Abdoulaye Ndiaye est le délégué du personnel de Sabodala. Le respect de la législation, mais aussi le paiement légiféré des heures supplémentaires. Comme vous le savez, nous sommes dans une mine qui est composée des cadres et des non-cadres. Les cadres qui sont au niveau de la mine de Sabodala avaient un problème. Parce que c'est des cadres qu'on paye sur la base d'une gratuité. Et nous avons dénoncé cette gratuité en disant que les cadres doivent être payés sur la base des heures supplémentaires. Il n'y a aucune loi
qui interdit que des cadres qui travaillent par des heures supplémentaires ne soient pas payés par des heures supplémentaires. D'ailleurs, un CRD spécial est annoncé dans les semaines à venir pour faire le point sur tous les engagements pris par les sociétés minières lors de leurs études d'impact environnemental. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Le ministre des Mines qui a par ailleurs rappelé à l'ordre toutes les entreprises minières de la zone. Selon Biram Souley Diop, ces sociétés ont intérêt à se mettre aux normes et à respecter toutes leurs obligations. On l'écoute. Je le dis à l'endroit de toutes les entreprises minières qui devront aujourd'hui et maintenant se mettre aux normes et respecter toutes leurs obligations. Et nous sommes là pour cela. Je précise bien, le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Environnement, tous sont intéressés à ce qui est en train de se faire. Et nous ferons un suivi collectif de toutes les obligations, mais de toutes les entreprises minières. Pour le moment, on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter à ça, mais sachez-le, vous avez un rappel à l'ordre. Vous avez un rappel à l'ordre. Et croyez-nous, Monsieur le Président de la République, comme Monsieur le Premier ministre, sont tout à fait déterminés à ce que les prescriptions de la loi soient respectées. Et s'il fallait prendre des mesures définitives, on les prendra. Parce que les mines, l'or, tout le monde en a besoin. Je pense qu'on peut, pour le moment, nous en arrêter à ça. Et après, de manière très administrative, faire le suivi du reste et voir quelle rectification ils sont prêts à. Beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai pris les noms des employés qui sont prononcés ici. Je ne voudrais pas que demain qu'ils soient inquiétés dans l'exercice de leur mission. Nous en faisons un point d'attention. Et d'ailleurs, jusqu'à la présence des délégués, Monsieur le ministre, il faudra continuer à leur parler à eux-mêmes pour qu'ils continuent d'être nos interlocuteurs ici. En attendant. Venons-en maintenant aux professionnels de la métallurgie qui exigent du gouvernement l'arrêt des importations de fer à béton. Leur chiffre d'affaires ne cesse de baisser à cause de la concurrence des industries étrangères. Tala Kassoum est le directeur de l'approvisionnement de Fabrimetal Sénégal. Il est interrogé par Abdou Diouf Diagne. Nous ne voyons pas la raison aujourd'hui pour laquelle nous continuons à acheter du fer à importer alors que la production locale elle est bien présente et de très bonne qualité. Nous avons des difficultés quelquefois à écouler notre fer à béton parce que la concurrence elle est là, elle est très difficile avec le fer à importer. Aujourd'hui, nous sommes 3 fonderies au Sénégal. Il y a Someta, Fabrimetal et Metalsan qui est venu récemment. La production locale, elle peut répondre aux besoins du marché local, oui. Tout à fait, parce que les machines sont là, les investissements sont là et les capacités sont là. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de répondre à ça. Et si aujourd'hui, on fait une étude et qu'on voit que les industries qui sont sur place ne répondent pas à ces besoins, on peut faire comme les oignons. C'est-à-dire, pendant la saison, on ferme l'importation et au besoin, on rouvre l'importation. Nous voulons vraiment qu'on rationalise le marché local de fer à béton et qu'on arrête l'importation. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Mali, arrestation d'un proche collaborateur du Premier ministre, Choguel Maïga. Il s'agit de Boubacar Karamoko, chargé de mission à la primature. Les agents de la sécurité d'État l'ont interpellé dans son bureau. Il venait de diffuser un mémorandum en forme de virulente diatribe contre les militaires au pouvoir. Boubacar Karamoko se plaignait, entre autres, de l'évincement des membres du M5 de l'équipe gouvernementale lors du dernier remaniement de juillet dernier, ou encore du fait que Choguel Maïga n'aurait pas été associé à certaines décisions majeures comme la gestion de la crise énergétique, le référendum constitutionnel, l'alliance des États du Sahel ou encore la prolongation de la période de transition. Boubacar Karamoko dirige la frange du mouvement politique M5 RFP, resté fidèle au Premier ministre de transition. Le procès du massacre du 28 septembre en Guinée, les plaidoiries de la défense se poursuivent. Elles ont démarré hier et vont se poursuivre donc jusqu'à la semaine prochaine. En Somalie, plus de 37 000 élèves sont privés d'école en raison des inondations. Dans la région de Iran, les établissements scolaires sont submergés par les eaux, rendant les cours impossibles. Les parents des élèves concernés ont appelé le gouvernement à intervenir. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège actent leur reconnaissance de l'État de la Palestine. Reconnaissance formelle, ces 3 pays européens estiment que leur initiative a une très forte portée symbolique, à même d'amener d'autres États à les rejoindre. Salimata Aou. Annoncé mercredi,
jeudi dernier de façon coordonnée par Pedro Sanchez et ses homologues irlandais et norvégiens. Cette reconnaissance est donc effective à compter de ce 28 mai. Le gouvernement d'Espagne a adopté mardi, lors d'un conseil des ministres, un décret reconnaissant officiellement l'État de Palestine. Le gouvernement irlandais doit également se réunir dans la matinée, tandis que la Norvège a remis dimanche une note verbale au nouveau premier ministre palestinien, Mohamed Mustafa, actant l'entrée en vigueur mardi de cette décision. Ces 3 pays européens, dont 2, l'Espagne et l'Irlande, sont membres de l'Union européenne, estiment que leur initiative a une très forte portée symbolique, à même d'amener d'autres États à les rejoindre. Ils mettent en avant le rôle tenu par la Norvège et l'Espagne dans le processus de paix des années 1990 au Proche-Orient. Madrid avait en effet accueilli une conférence de paix israélo-arabe en 1991, 2 ans avant les accords d'Oslo de 1993. Si la Slovénie devrait-elle aussi reconnaître prochainement l'État de Palestine, la question suscite de profondes divergences au sein de l'UE. D'autres États membres jugent en effet, comme la France, que ce n'était pas le bon moment, alors que l'Allemagne n'envisage une telle reconnaissance qu'à l'issue de négociations entre les deux parties. Dans un message publié sur X, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a accusé le premier ministre espagnol de se rendre complice des appels au génocide du peuple juif en reconnaissant l'État de Palestine et en maintenant à son poste un numéro 3 de son gouvernement, Yolanda Díaz, qui a appelé récemment à libérer la Palestine du fleuve à la mer. Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 36 096 morts depuis le début de la guerre. Au moins 46 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures selon un communiqué qui ajoute que 81 136 personnes ont été blessées depuis le 7 octobre. Merci Georges Didier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Au Sénégal, les pouvoirs du procureur sont jugés exorbitants par certains. Nous en débattrons tout à l'heure dans notre rubrique Point de vue avec nos 2 intervenants du jour, le professeur Ogosek, président de l'Association des juristes africains, et maître Amadou Ali Khan, avocat et défenseur des droits de l'homme. RFM Sport. L'actualité des sports, c'est avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. L'AS Douane s'arrête en quart de finale de la balle. La Basketball Africa League. Hier, les douaniers sont tombés encore dans les travers qui ont été déjà notés lors du tournoi de Dakar. C'est-à-dire que l'équipe championne du Sénégal a eu pendant toute la durée du tournoi des difficultés pour finir ses rencontres. Après avoir mené de 20 points, les Gabous se sont fait rattraper puis ils se sont fait battre par cette équipe angolaise par 1 point d'écart. Comment expliquer cette faiblesse en défense, mais également surtout en fin de partie? Nous avons posé ces questions à Abou Saï. Il est journaliste et administrateur du site sénégalbasket.com. Ce fut vraiment une défaite difficile à accepter puisque l'AS Douane avait presque le contrôle de la partie. Bien que le départ a été poussif pour l'AS Douane qui a été dominée dans le premier quart-temps. Mais après on a vu que l'équipe s'est bien rebiffée, l'équipe s'est bien redressée dans le 3e quart-temps. Donc on s'attendait à une bonne gestion du dernier quart-temps pour s'adjuger la victoire. Mais malheureusement, là il y a eu un coup de massue. On a vu une équipe de l'AS Douane complètement tétanisée, une équipe sans réaction, en manque de lucidité sur le terrain. Et l'adversaire en a profité pour revenir. Dans le haut niveau, tout est possible. Même en quelques secondes, un match peut basculer. Maintenant, se faire rattraper après avoir mené de 20 points d'écart. Certes, certains pensent que c'est inadmissible, mais c'est la loi du basketball. Donc, ça prouve que dans un match de basketball, il faut être lucide et constant pendant les 40 minutes. Sinon, le moindre relâchement peut vous coûter cher. Et l'équipe l'a payé très cher. Maintenant, il faut accepter la défaite, tirer les leçons, faire le bilan de la participation, essayer de reprendre le chemin du championnat, de la Coupe du Sénégal et de la Coupe du Maire. Parce qu'il y a les compétitions qui attendent, donc reste à savoir comment l'équipe va se relever de cette défaite cruelle et repartir de l'avant
avec le championnat national. Le basketball, toujours avec cette balle, nous allons maintenant à la découverte d'un joueur qui a remporté 2 fois cette Basketball Africa League. Il s'agit du joueur Souleymane Diabaté qui connaît très très bien cette Basketball Africa League pour avoir remporté le tournoi à 2 reprises, mais également pour avoir joué les 4 éditions. Il en a vu passer sous le cerceau. Il a également rencontré plusieurs joueurs de talent dans ces 4 éditions de la Basketball Africa League qui en est à son tournoi final à Kigali, le Final Four donc, qui ne verra pas l'équipe vice-championne jouer ses demi-finales. Nous allons à la découverte de Souleymane Diabaté. Sodecham nous dresse son portrait. Avec son mètre 83, Souleymane Diabaté fait partie des joueurs qu'on surnomme Monsieur Ball pour avoir pris part aux 4 saisons de la BAL avec des clubs différents, Zamalek, US Monastir, Petro Luanda et Al Ahly actuellement. Une fierté pour le meneur. Et aussi pour la première participation d'une équipe libyenne à la balle, pouvoir se qualifier pour les demi-finales, pour moi c'est un sentiment incroyable et une fierté aussi de faire partie de cette aventure. C'est son club novice dans cette compétition qui a sorti le tenant du titre, Al Ahly d'Égypte. Entre les joueurs, on s'est parlé, en plus des stratégies du coach, mais notre objectif c'était surtout de contrôler le rebond et de pas les laisser courir, parce qu'on sait que l'équipe égyptienne Al Ahly, c'est une équipe qui aime beaucoup courir, jouer les contre-attaques, donc et profiter des erreurs de l'adversaire. Ça a plutôt bien marché sur ce match-là, donc on est assez content. Al Ahly va croiser le chemin de l'équipe nigériane de Rivers Hoopers, qui est aussi en quelque sorte une des surprises de ce carré d'as. Pour les demi-finales, Souleymane Diabaté aurait préféré rencontrer les Tunisiens. Il s'explique. Parce que les Rivers Hoopers, ils sont grands. C'est une équipe qui est très agressive au rebond. Par rapport à notre configuration d'équipe, on aurait en tout cas préféré jouer Monastir. Mais après, je dis quel que soit l'adversaire, si on veut être champion, il faut qu'on soit capable de battre tout le monde. Souleymane Diabaté a déjà remporté le trophée de la BAL à 2 reprises avec Zamalek en 2021, puis la saison suivante avec l'US Monastir. Pour lui, il n'y a pas de secret. C'est la passion et son engagement. J'ai aussi la chance de tomber dans des équipes compétitives. Al Ahly, c'est la première participation, mais c'est une équipe qui n'a jamais caché ses ambitions. Et l'ambition du club, c'est d'être champion. Donc, pour moi, on va dire, c'est une bénédiction, c'est une chance de pouvoir être dans des équipes compétitives pour la balle. Le meneur de jeu expérimenté qui a eu sa première sélection en équipe nationale ivoirienne en 2007 compte encore puiser de son expérience pour aider Al Ahly de Benghazi à atteindre son objectif dans cette BAL. Équipe nationale, les Lions s'entraînent cet après-midi, c'est en football. C'est en football, ce sera toujours à Diamniadio, stade annexe, avec un groupe hier de 17 joueurs. Aliou Cissé va devoir aujourd'hui compter sur un groupe de 18 joueurs, puisque hier, dans la soirée, Seydou Sano, qui évolue au Qatar, a rejoint le groupe. Il manque encore des joueurs comme Sadio Mané ou encore ceux qui sont dans la Saudi Pro League, qui doivent finir les compétitions avant de rejoindre la tanière. À noter également qu'hier, Nampalys Mendy a terminé l'entraînement avec une poche de glace. Il est sorti après quelques exercices avec des douleurs au mollet, mais nous aurons de plus en plus d'infos sur son état de santé, peut-être à l'issue de la séance de cet après-midi, Souleymane. Merci Malal Junior Diagne. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, les assises de la justice, le jour J, le Soleil pose le contexte sans attendre dès sa page 3. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dit le journal, va lancer ce matin le dialogue national portant sur la justice au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le chef de l'État fait de la modernisation et de la réforme de la justice une priorité et une préoccupation majeure. Les attentes de la société civile et des politiques, renforcer l'indépendance des juges avec une proposition de remplacement du Conseil constitutionnel par une cour. La réforme aussi de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. En tous les cas, note le confrère, l'amélioration de la justice est un engagement du président de la République. Sud Quotidien, lui aussi très optimiste ce matin, relève que des avancées majeures sont attendues. Moins enthousiaste, sur ça rappelle qu'il y a 6 ans déjà, il y a eu le rapport du comité sur la modernisation de la justice, mais ça avait fini dans les tiroirs.
recommandation forte qui n'a pas été appliquée. La nomination du juge d'instruction par un arrêté ministériel. Autre recommandation, le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par le premier président de la Cour suprême. Mais là, c'était trop demandé à l'ancien régime, regrette la publication. Aujourd'hui donc, Robolote, le quotidien se demande ce qu'on peut attendre encore des assises. Le journal remarque que le CIDJUS plaide en tout cas la qualité du service. Invité à participer aux assises, le professeur Ismaël Madior Fall a décliné poliment l'invitation. Selon le journal, l'université a renvoyé les organisateurs au rapport du professeur de droit Isaac Yankobanyaye. Selon lui, tout est là-bas, inutile de se mettre autour d'une table pour plancher sur les problèmes de dame justice. Enquête remarque lui aussi que des assises de la justice, il y en a eu au Sénégal, mais les acteurs de la société civile, interrogés par le journal, soutiennent que ces assises-là seraient différentes. Moundia Sissé de l'ONG 3D confie que ça pourrait faire la différence. Il faut définitivement qu'on en finisse avec la justice à deux vitesses, affirme de son côté Alioutine d'Africa Diom Center. Vox Populi nous dit en tout cas que la première réunion destinée à préparer ces assises s'est tenue hier au CICAD. Les thématiques sont à l'ordre du jour, écrit le journal, le statut des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, temps du procès pénal et le régime de la sanction pénale, les conditions de détention, le régime de privation de liberté, le code de procédure pénale et le régime de la sanction pénale. La justice, nous restons avec cette bonne dame. Hier, c'était jour de procès pour Bayakate et Imam Ndao. Les deux étaient à la barre du tribunal des flagrants délits, jugés pour les délits d'offense à une personne dépositaire de prérogatives du chef de l'État, en l'occurrence le Premier ministre, diffusion de fausses nouvelles. Le procureur a requis 6 mois ferme, verdict attendu le 3 juin prochain. Mais à la barre, Bayakate n'a pas varié dans ses accusations. L'imam lui a demandé la clémence. Selon le confrère Rémi Quotidien, nous dit que confirme ses accusations contre Ousmane Sonko. L'activiste a également réitéré ses propos contre le colonel Abdourahim Kébé. Il a cependant nié les accusations d'actes contre nature reportées sur Sonko avant de renvoyer la patate chaude à Imam Ahmed Tidiane Ndao. À la une du journal Busby le jour, corruption présumée entre la fille de Mansour Faye et des policiers, une affaire étouffée. Le journal note qu'Aïssatou Faye, arrêtée avec plus de 25 millions de francs CFA en liquide, elle a proposé de fortes sommes d'argent aux 2 policiers en service à Kébémer qui ont encaissé et l'ont libéré. Mansour Faye a saisi ensuite les autorités policières. Les 2 agents suspendus risquent la radiation. Des policiers s'étonnent qu'il n'y ait pas eu d'enquête contre la fille. Et puis sport pour boucler, regroupement des Lions à Diamniadio, premier galop avec 17 jours sans Sadio Mané. Le confrère écrit que le stage de la sélection nationale a débuté hier à l'annexe du stade Abdoulaye Wade. Ils étaient 17 à effectuer la première séance sous le regard interrogateur du coach Aliou Cissé. Au menu, beaucoup de courses, peu de ballons et des jeux ludiques. Le néo-lion, le shérif Ndiaye, a été attentif aux recommandations du sélectionneur adjoint. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h32, bienvenue. Dans notre rubrique Point de vue, nous allons débattre d'un volet, vraiment un volet très partiel des assises de la justice qui ont démarré ce matin. Il s'agit des pouvoirs jugés exorbitants du procureur dans la procédure judiciaire au Sénégal. Et pour tenter d'y voir un peu plus clair, nos 2 intervenants du jour sont le professeur Ogosek, président de l'association des juristes africains AJIA. Professeur Ogosek, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec Maître Amadou Ali Kane, avocat et défenseur des droits humains. Maître Amadou Ali Kane, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nyan. Alors, d'abord, des considérations générales, professeur Ogosek, sur les assises qui se sont ouvertes ce matin. À votre avis, est-ce que les questions, les points critiques de la justice sont adressés par ces assises? Il y a, je vous le rappelle, 2 grands volets, les réformes et la modernisation. 3 commissions qui ont été mises en place. Est-ce que tous les problèmes sont englobés par cette architecture, d'après vous? Oui, merci beaucoup de cette invitation. Je salue tous les auditeurs. Je salue également mon interlocuteur, le grand avocat Maître K, que je connais très bien, qui est un grand ami, et que je salue
Alors, par rapport à l'ouverture des assises de ce matin, nous avons suivi à Diamniadio le discours du président et le facilitateur. Bon, nous pensons quand même qu'il y a d'abord un souci d'élucidation conceptuelle, c'est-à-dire que réformer, c'est réformer, moderniser, c'est moderniser. Donc, c'est deux termes qu'il faut d'abord élucider et qui prennent un pas équivoque. Parce que quand on veut réformer, il faut d'abord faire table rase de ce qui existe. Mais moderniser, ça veut dire partir de l'existant et essayer d'aller de l'avant. Donc, cette mise au point n'a pas été faite. Deuxièmement, nous avons aussi repéré qu'il y a des questions essentielles que nous avions traitées dans un livre que nous publions en 2018 dans le cadre du comité de modernisation de la justice, parce que nous avons travaillé sur la modernisation, pas sur la réforme. Et au début, donc, nous avons fait plein d'études sur l'indépendance de la justice, sur la confiance de la justice, sur les moyens, sur l'efficacité de la justice. Toutes ces questions sont revenues dans le discours, mais ne sont pas abordées, si vous voulez, sous l'angle sociologique, mais plutôt sous un angle très, très politique. Et donc, nous pensons qu'en partageant peut-être cette étude, nous pourrons arriver à quelque chose de positif pour rendre la justice effectivement beaucoup plus efficace, beaucoup plus indépendante et qui pourrait attirer encore plus de confiance de la part des citoyens. Mais cette confiance quand même existe parce que nous avons remarqué que dans l'étude que nous avions faite, 53% des Sénégalais faisaient confiance à la justice. Bon, n'eût été les dossiers politiques qui ne sont même pas 1% des dossiers, la justice fonctionne correctement. Et l'effet amplificateur aussi des médias et des réseaux sociaux qui donne l'impression effectivement que globalement cette confiance s'est largement effritée. Mais nous en reparlons dans un instant. Avant cela, peut-être le regard de l'avocat, Maître Amadou Ali Kane, sur ces assises et sur ce qu'en a dit le chef de l'État tout à l'heure à l'ouverture de ces assises et à la cérémonie donc officielle de cette journée du dialogue national. Oui, je pense que l'idée d'organiser une réflexion collective sur la justice, sur son fonctionnement, sur comment la moderniser, comment l'améliorer, je pense que c'est une très bonne idée, une idée qui est venue à son heure. Alors, le problème maintenant qui se pose, de mon point de vue, c'est le problème du format. Est-ce que le format qui a été choisi est le bon format? Est-ce que également les thématiques qui ont été identifiées sont les bonnes thématiques? Bon, les jours qui vont venir permettront d'avoir une réponse plus claire sur ces questions. Mais de façon générale, nous avons tous pu constater qu'il y avait une perte de confiance de l'opinion publique envers la justice. Bon, à bonne ou mauvaise raison, on ne sait pas trop. Maintenant, ce qui est clair, il faut maintenant réconcilier la justice avec l'opinion. Il faut que l'image de la justice redevienne encore plus lisse au niveau de l'opinion publique, d'autant plus qu'on dit que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Donc, de ce point de vue, on ne peut que saluer l'initiative présidentielle d'organiser ces assises sur la justice. N'est-ce pas? Alors, qu'il s'agisse de réforme ou de modernisation, professeur Ogosek, le chantier est extrêmement vaste et il faudrait plusieurs émissions de ce format pour les aborder. Donc, le parti pris de ce point de vue, c'est de s'arrêter sur les pouvoirs jugés exorbitants par certains du procureur dans la procédure. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que déjà vous pensez que les assises s'intéressent suffisamment à cette problématique, même si le président de la République a précisé ce matin qu'il ne s'agissait pas de faire le procès de qui que ce soit, sous-entendu le procès de la magistrature, puisque c'est le soupçon que certains ont eu? Oui, en tout cas, il y a un lien. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau des assises, la question a été abordée par le président, mais disons de façon très politique. Parce que nous avons entendu donc, dans son discours qu'il n'est pas question de gouvernement des juges. Bon. Deuxièmement, il y a aussi le fait qu'il n'est pas clairement dit, le président n'a pas dit qu'il va se retirer du Conseil supérieur de la magistrature.
Bon, donc du point de vue de la politique judiciaire, je dirais, donc on a l'impression qu'il y a quand même toujours, dans le cadre de la démocratie, des rapports de pouvoir entre ces trois pouvoirs classiques, hein, mais ici entre l'exécutif, donc le chef de l'État, et disons le pouvoir judiciaire. Et ce sont des rapports qu'il faut clarifier. Et ce qui justifie justement un peu l'omnipotence un peu du procureur dans nos démocraties modernes, ici par exemple au Sénégal, c'est dû au fait quand même que sur le plan sociologique, la question de l'indépendance totale de la justice, parce qu'aucune justice, je dirais, n'est totalement indépendante, parce que dans le monde, je dirais, parce que voilà, un juge peut toujours subir des pressions politiques, des pressions sociales, des pressions financières, des pressions même familiales parfois. Et donc ici, il s'agit de pressions politiques. Donc dans les rapports entre le politique et le judiciaire, il faut quand même que ces débats soient clarifiés. Et dans le discours du président de la République, le débat est lancé. Il appartiendra donc à ces assises de préciser un peu les contrôles, parce que le procureur dépend du ministère. C'est ça, il y a un cordon ombilical entre le procureur et le ministère de la Justice. Alors, en tentant de retrouver le professeur Ogosek, Maître Amadou Alikane, concrètement, comment résoudre cette équation de la nécessaire indépendance de la justice tout en prémunissant la société quand même comment dire, de la dictature entre guillemets des juges. Autrement dit, peut-on couper ce cordon ombilical tout en garantissant quand même les intérêts des justiciables et le nécessaire contrôle du pouvoir judiciaire par les autres pouvoirs, notamment l'exécutif et le législatif? Oui, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que la justice est divisée en plusieurs compartiments, en plusieurs branches. Et là, nous parlons de la branche pénale, de la justice pénale. Tout à fait. Parce qu'il y a la justice civile, il y a la justice commerciale, il y a la justice administrative. Mais vous avez choisi de parler du ministère public. Et qui dit ministère public dit donc justice répressive, donc justice pénale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette justice est hiérarchisée. Au sommet, vous avez le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui peut, lui aussi, saisir le procureur général pour lui enjoindre de faire des poursuites sur des infractions dont il a eu connaissance. Et même lui enjoindre de prendre telle ou telle réquisition. Et le procureur général, lui aussi, il a sous son autorité tous les procureurs qui sont dans le ressort de sa cour d'appel. Alors, ces procureurs également peuvent recevoir des instructions de faire des poursuites ou bien recevoir des dénonciations, engager ou faire engager des poursuites. Donc, c'est dire un peu que le procureur de la République est puissant, mais c'est quelqu'un aussi qui a les pieds d'argile dans la mesure où il a une double hiérarchie sur lui, celle du procureur général et celle du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais l'un dans l'autre, ce que nous retenons et que nous vivons concrètement, c'est qu'effectivement, le procureur de la République, il a quand même un certain nombre de pouvoirs, surtout en matière d'enquête préliminaire. Là, c'est les textes qui lui donnent ses pouvoirs. Il peut faire des enquêtes et accomplir tous les actes d'investigation dans le cadre des enquêtes qu'il fait, telles que des perquisitions, des saisies, des visites domiciliaires, des ordonnées de garde à vue, des prolongés, et puis après, mettre la personne à lire la détention lorsqu'il s'agit d'enquête préliminaire. Alors, la question qui se pose maintenant aujourd'hui, c'est comment contrôler ce procureur. C'est ça. Parce que il ne faut pas laisser le procureur libre de faire ce qu'il veut face à la personne qui est mise en cause, ou bien face au prévenu. Donc il faut bien qu'il y ait une autorité qui puisse également jeter un coup d'œil sur le bien fondé, ou bien la légalité
des actes que pose le procureur. Et c'est de ce point de vue que les gens demandent l'intervention d'un juge des libertés. Alors, c'est une bonne idée qu'il y ait un juge des libertés qui également va regarder un peu est-ce que les décisions par le procureur, notamment en matière de privation de liberté, sont fondées ou non. Mais mon problème, c'est que déjà, on n'a pas de juge. Nous avons un déficit à ressources humaines pour la justice. Et si maintenant également on doit dédier une partie des magistrats à la fonction de juge des libertés, le gap risque de se creuser. Donc il faut qu'il y ait d'abord un recrutement massif de magistrats, un recrutement massif de greffiers. Il faut qu'il y ait aussi du matériel. Vous prenez, je donne un exemple. Vous prenez le tribunal de grande instance de Dakar. Le tribunal n'a pas de véhicule. Aujourd'hui, si vous voulez faire un transport sur les lieux, par exemple, aller sur un lieu où a eu une scène de crime, mais il n'y a pas de véhicule, vous êtes obligé de prendre vos véhicules d'y aller. Alors qu'il devrait y avoir un véhicule pour aller faire un transport sur les lieux. N'est-ce pas? Et le transport sur les lieux, il est très instructif. Je ne sais pas si vous permettez de comprendre. Est-ce que ce qu'on vous a mis dans le procédure d'enquête est plausible ou n'est pas plausible? Et finalement, de prendre les bonnes décisions, disons, judiciaires dans la procédure. Merci, Maître Amadou Ali Kane. Malheureusement, la qualité sonore de la liaison ne nous permet pas de poursuivre ce débat fort intéressant. Mais une dernière question en espérant que la liaison soit meilleure avec le professeur Ogosek. Vous avez entendu le développement de Maître Amadou Ali Kane sur les propositions, certaines propositions, en tout cas, par exemple, la proposition de la mise en place du juge des libertés, un meilleur encadrement du travail du procureur, sous réserve quand même d'avoir les ressources humaines et techniques, logistiques suffisantes pour accompagner ce mouvement. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Est-ce que vous auriez d'autres propositions pour mieux encadrer le travail du procureur qui est quand même nécessaire? Oui, je suis en phase avec mon interlocuteur, l'avocat Maître Kane, parce qu'en réalité, il y a des questions de ressources humaines, des questions de ressources financières qui se posent. D'abord, il faut voir que le nombre de magistrats au Sénégal n'est pas très, disons, n'est pas très important par rapport à la population. Donc, il faut que l'État recrute d'abord plus de magistrats, parce que le retard et les mandats de dépôt systématiques sont dus au fait que les dossiers ne sont pas jugés à temps. Donc, à ce temps, il faut faire l'enquête et le juge, il faut qu'il soit quand même libéré d'un certain nombre de dossiers. Donc, il faut recruter. Ensuite, il y a le fait que, quand même, il faut un certain nombre d'encadrements. Par exemple, les mandats de dépôt systématiques, la loi devrait quand même essayer de légiférer, le législateur devrait légiférer dans ce sens pour l'usage abusif des mandats de dépôt systématiques. Et on l'a vu tout à l'heure même aux assises, le fait que des détenus soient en prison pendant des années avant d'être jugés, tout ça est dû au fait qu'il y a un manque de magistrats. Et ça, nous l'avions noté déjà dans l'étude que nous avons faite en 2018 sur la modernisation de la justice. Donc le procureur est bien armé pour, disons, mener les enquêtes et tout. Seulement, il y a des problèmes de ressources humaines, de ressources naturelles. Alors, il y a aussi la loi, puisque en certaines matières, et particulièrement par rapport à certaines dispositions du Code de procédure pénale, si je ne m'abuse, parfois le juge d'instruction, il est lié par le réquisitoire ou la réquisition du procureur. Bon, pas forcément. Vous savez, dans la séparation des fonctions, je dirais, le juge, il juge en toute souveraineté, il est indépendant. Mais le procureur, il est là, bon, il défend la société, mais le juge n'est pas obligé de suivre le procureur. Et donc, le juge est parfaitement libre. Et s'il a les moyens d'instruire le dossier et s'il a les moyens de les juger assez rapidement. Donc, il faudra faire en sorte qu'on évite surtout, disons, l'usage des mandats de dépôt, disons, qui sont souvent parfois jugés excessifs, ou le surencombrement des prisons dû au fait qu'il y a un manque de magistrats.
Et par rapport à la liberté, effectivement, ça posait des problèmes qui ont été évoqués d'ailleurs ce matin lors de la ouverture des assises sur la justice. Merci professeur Ogosek, président de l'association des juristes africains AJA. Merci également à maître Amadou Alikan, avocat et défenseur des droits humains. On vous retrouve tous les deux dans la version Wolof de ce débat. Ce sera dans un peu moins d'une heure. C'est la fin de cette édition à 12h49. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogoudien à la rédaction en chef, chef d'édition Anna Rocha, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Maïs Mbaye au digital, à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Haj Ndiogoudien pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Au revoir.